Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en si grand nombre. On est ravis de vous accueillir. Je me présente, Stéphane Schex, directrice du Cœur des Sciences. Alors pour ceux pour qui c'est la première fois, le Cœur des Sciences, moi je vous garantis que ce n'est pas la dernière. Vous allez goûter à une belle soirée. Abonnez-vous à notre liste de diffusion si ce n'est pas fait, puis vous allez aimer ce qu'on va faire, ce qu'on fait toute l'année. Alors, revenons à la soirée de ce soir. Il y a 35 ans, se tenait à Tadoussac le Forum international pour l'avenir des belugas. C'était en 1988. Seulement 5 ans après l'ajout des belugas du Saint-Laurent sur la liste des espèces en péril au Canada. Le Forum, en 1988, avait été un véritable catalyseur pour la recherche scientifique et pour la conservation. Pensons par exemple à la création du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Le beluga du Saint-Laurent est toujours sur la liste des espèces en péril. Il est actuellement considéré en voie de disparition. Cette semaine, à l'UQAM, de nouveau, les experts se sont réunis ici, dans le cadre d'un symposium beluga, pour partager leurs connaissances, mieux connaître les enjeux liés au déclin et travailler sur les actions à mener. Plusieurs de ces experts, d'ailleurs, sont parmi nous ce soir dans le public. Ce soir, en marge de ce symposium, nous avons donc voulu rendre un double hommage. Évidemment, rendre hommage aux belugas, mieux les connaître nous-mêmes, rendre hommage aussi à ces experts qui œuvrent depuis des années à enrichir nos connaissances. Et comment leur rendre hommage? En vous proposant, comme on l'aime tant au Cœur des Sciences, une soirée qui mêlera science et émotion. Quelques derniers mots avant de commencer. Permettez-moi de faire quelques remerciements. Tout d'abord, un grand merci au Symposium Beluga 2023 et à ses organisateurs qui ont eu cette idée fabuleuse d'une soirée grand public ici avec nous au Cœur des Sciences. Merci à Ici Première aussi et à l'équipe de l'émission La Nature selon Boucard. Ce soir, l'événement va être enregistré et sera rediffusé en ondes un peu plus tard, dans quelques mois, lors d'une émission spéciale. Merci également à notre partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et bien sûr, un merci très chaleureux à l'équipe du Cœur des Sciences qui ne monte pas sur scène ce soir, mais qui participe grandement à la magie de la soirée. Alors à la technique, nous avons Jason, Victor, Olivier et Jean-François. À la logistique et à l'accueil, vous les avez vus à votre arrivée. Nous avons Catherine, Perrine, Meredith, Claire, Émile et Simon. Pour ceux qui montent sur scène, nous vous les présenterons un petit peu plus tard. Rapidement encore, après le cabaret, si vous le souhaitez, vous pourrez poser vos questions à différents scientifiques qui sont dans la salle ou à Robert Michaud qui sera sur scène. Nous installerons un micro au milieu de la salle. Il vous suffira de vous lever et de poser vos questions. Maintenant, pensez bien à éteindre vos cellulaires et place au cabaret Beluga.
Alors, c'était les Two Birds, constitués de Kim, Drouin Radcliffe et Simon Gadouri. C'est des magiciens de la musique, des amoureux de la Côte-Nord aussi, voilà. Vous allez bien, public en feu? Très bien. Alors, moi, je suis très, très content d'être ici parce que ce soir, on vous invite en croisière. Vous aimez les croisières? On vous invite en croisière dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Vous connaissez? OK, d'accord. En fait, je devrais dire, on vous invite en croisière dans l'estuaire du Macdogoec des Algonquins. C'est ainsi, entre autres, que s'appelait le fleuve Saint-Laurent avant l'arrivée de Jacques Cartier. Macdogoec, le chemin qui marche.
Deuxième voyage de Jacques Cartier, septembre 1535. Les navires ont mouillé pour la nuit sur un haut fond de sable juste en bas de l'île aux Lièvres. C'est le début de l'automne, la plus belle des lumières de l'estuaire. Il fait chaud. Fîmes voile et appareillâmes pour passer outre, et eûmes connaissance d'une sorte de poisson, lesquels il n'est mémoire d'homme avoir vu ni ouï. Portés par des courants glacés, les limons du Nitassinan se mélangent aux saveurs océaniques. Un troupeau de quelques centaines d'âmes surgit des gouffres et encercle les navires. Les 10 poissons sont aussi gros comme mort-ou, sans avoir aucun estoc, et sont assez faits par le corps et l'est de la façon d'un lévrier, aussi blancs comme neige, sans avoir aucune tache. Et il y en a moult grand nombre dans le dit fleuve, qui vivent entre la mer et l'eau douce. Les gens du pays les nomment Adotuis, et nous ont affirmé n'y en avoir, en tout le dit fleuve et pays, nulle part plus qu'en cet endroit. Le ciel s'ouvre dans un éclair, une sensation furtive, blanche. Il semble à Cartier que les oiseaux volent tout à coup au travers lui. Un vertige, il se tient au haut-banc, et puis un étrange apaisement. Est-ce l'effet de Coriolis? Cartier éprouve une émotion presque religieuse, du latin religare, c'est-à-dire relier. Comme si le dedans et le dehors glissaient l'un dans l'autre, comme si l'océan venait de soi. Le navigateur du roi pense « c'est d'ici que nous venons », valsant sur les forces de ce remous sans fond, cette émulsion démesurée de tout ce qui importe au monde. Nous rêverons leurs rêves, nous vivrons suspendus au-dessus des gouffres, dissolus dans cette upwelling bondée d'animaux. Ce fleuve est le plus abondant de toutes sortes de poissons qu'il soit mémoire d'homme avoir jamais vu ni ouï. Car depuis le commencement jusqu'à la fin, y trouverez, selon les saisons, la plupart des sortes et espèces de poissons de la mer et eau douce. Tout le monde sait que Jacques Cartier était l'auteur favori de Pierre Perrault. Le cinéaste l'a fait lire aux insulaires des Coudres 10 fois, 100 fois, à voix haute. Il en a tiré une mythologie documentaire. L'œuvre du maître du cinéma direct témoigne du fait qu'il arrive que nous tombions éperdument amoureux d'une géographie, jusqu'à s'y noyer d'amour. Les films de Perrault ont immortalisé les gestes, la poésie, la langue d'un peuple marié à son pays. Un peuple qui découle du monde vivant. Les peuples ne préexistent pas. Ils se constituent dans l'âme par le langage. Le langage est l'honneur des hommes. Il démontre leur présence. Il prend acte de leur rapport au paysage. Il change les paysages en pays. Perrault a fait de l'estuaire moyen un théâtre généalogique, naviguant et filmant par tout étang sur la bâture d'abondance, dans le même éclair, le même sentiment océanique que Cartier. Il se lie à ce peuple qui se nomme par l'animal qu'il fréquente. Religaré, il devient marsouin. Plongeant, gueule ouverte, dans cette lune de mai, sur les battures de la pointe aux alouettes, où nous sommes riches à millions. Les peuples premiers, nos ancêtres, savaient nommer sans la moindre hésitation ce qui les rendait heureux, ce qui leur donnait un sentiment de richesse. L'abondance d'animaux.
Quand il fait beau l'été, nous allons chez nous, à l'île, à bord d'un petit Zodiac rouge équipé d'un moteur hors bord. Cette fois-là, j'étais avec mon Colin, qui devait avoir 6-7 ans dans le temps. Arrivé par l'ouest, dans la houle du bout d'en haut, il a pointé le large. « À 11 heures, papa! » Oui. Je coupe le moteur. Ils sont bien 15. Non, 25. Ouf. Peut-être 50. Mes 2 enfants, c'est assez beau. Savent reconnaître le souffle des mammifères à des milles, différencier selon le son des espèces, deviner leur trajectoire. Nous avons aussitôt été encerclés par une mouvée, un nombre incontable de tous ces animaux, si pacifiques, d'une blancheur déconcertante, des mères avec leurs veaux, un gros mâle adulte et plusieurs ados plus fantasques. Et à cet instant-là, ensorcelé, vivant comme à chaque fois, j'ai posé la main sur la surface de l'eau comme pour dire « Nous sommes là, nous sommes frères, tout ira bien. » L'une des femelles s'est approchée avec une grande délicatesse, suffisamment pour que je perçoive les mouvements de son œil émerger. Elle s'est immobilisée à quelques dizaines de mètres, balayé la scène du regard, aperçu mon fils. 1 seconde, 5 secondes, 30 secondes, je ne sais plus. Assez longtemps pour que je sente son haleine de caplan, perçoive sa chaleur mammifère et la vibration d'une voix connue, ancienne, le même éclair, ce sentiment, et puis elle a disparu dans l'abîme. Ce soir-là, autour du feu, secoué, j'ai noté quelques phrases dans mon petit cahier. Tout le courant du Saint-Laurent remonte toujours à ce moment-là de notre histoire, qui n'est pas un moment, mais une arborescence sans fin de liens entre nous. Il n'y a pas beaucoup de biotopes plus riches au monde que ce lieu qui n'est pas un lieu, mais une cathédrale. Une cathédrale d'abondance qui remue à l'infini. Ce pays n'est pas un pays, c'est notre maison. C'est d'ici que nos enfants arriveront. Un vieil insulaire de mes amis dit souvent que Beaucoup de gens de la ville viennent ici à l'île sans jamais voir ce qui s'y joue. Sans voir Rome sous nos pieds, sans entendre Bach qui joue pourtant partout, sans sentir que par le souffle des mammifères et de tout ce qui vit ici, jour et nuit, ce fleuve s'écoule au travers nous. Absorbé par les contingences, les considérations mineures mais nombreuses et le bon fonctionnement des rouages peut-être. Resterons-nous absents de nous-mêmes encore longtemps? on disait dernièrement à la radio, le même jour, que les gouvernements tripleraient bientôt la superficie du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et qu'une compagnie américaine poursuivait le Canada, son peuple, parce qu'il s'est opposé à la construction d'un port gazier dans le même parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Et c'est ainsi, mes amis, que nous ne sommes à l'abri de rien. L'anthropologue Serge Bouchard me disait, il y a une couple d'années, la question la plus importante qui soit pour la suite du monde québécois est de savoir qu'est-ce qui est sacré. Je l'entends nous répéter ça encore et encore, lui qui se faisait porteur de la sagesse inoue à toutes les occasions. Nous tous, autant que nous sommes, Québécoises, Québécois,
venus des quatre coins de notre histoire comme des quatre coins du monde, jusqu'à cette géographie qui n'est pas une géographie, mais une généalogie qui nous relie à ceux d'avant, à ceux d'après. Demandez-vous ce qui nous lie, ce qui nous nomme et ce que nous serons. Qu'est-ce qui est sacré? Belle main d'applaudissements pour Véronique Côté et Frédéric Boudreau. Oui. Vraiment. Des amis et amoureux de l'estuaire du Saint-Laurent et de ses habitants, sur un texte de Hugo Latulippe, adapté de l'œuvre de Pierre Perrault. Voilà. Merci. Merci. Et voici Robert Michaud, président et directeur des programmes de recherche du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins à Tadoussac. Robert. Oui, bonsoir. Voilà. Robert, je suis content de te retrouver. Content parce que à la nature selon Boucard, je dis ça souvent, c'est toi qui as battu le record de participation à l'émission. Et avec celle-là, ben, tu vas être imbattable pour toujours parce que c'est ça. Et donc, dans le cadre du symposium, tu voulais, avec tes collaborateurs, organiser cette activité pour probablement établir un lien entre les belugas et le cœur des gens qui sont là. Et quand tu m'as parlé de ça, tu m'as parlé du village. Le proverbe africain le plus connu de toute la planète, c'est pour éduquer un enfant, ça prend tout un village. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de découvrir. En fait, on aime bien les belugas, on les côtoie, on cohabite, pas toujours bien, mais on fait juste commencer à apprendre à connaître les belugas, on commence à connaître leur vie sociale. Quand j'ai commencé à étudier les belugas, j'ai utilisé le terme « les belugas sont des animaux sociaux » auprès d'un collègue. Oui. Tu ne penses pas que tu exagères? Les belugas sont des animaux grégaires, mais sont-ils vraiment des animaux sociaux? Et depuis, on a cessé d'accumuler des informations, des observations à partir desquelles, clairement, les belugas, on peut le dire aujourd'hui, sont des animaux sociaux, mais plus que ça, sont des animaux qui vivent dans une société riche et complexe. Et cette société-là, des belugas, elle est, à ce qu'on en comprend, et c'est une construction, et c'est le principe de la science, c'est une construction qui est progressive. Cette société des belugas, elle est conduite par deux grands principes. Il y a une grande ségrégation, une distinction entre les mâles et les femelles. Pendant l'été, on appelle ça la ségrégation sexuelle. C'est un grand principe. Ça règle tout. Évidemment, les mâles et les femelles vont devoir se rencontrer quelques fois dans l'année parce qu'il n'y aurait plus de belugas. Alors, il y a ce grand principe-là. On sait aussi que les groupes de belugas ne sont pas des groupes stables. C'est des groupes qui se forment et se déforment. Ils s'associent, ils se dissocient régulièrement. On appelle ça la fission-fusion. Mais au-delà de ces principes-là, il y a aussi une organisation dans la société. Cette organisation-là, elle est beaucoup autour des femelles, des communautés de femelles. Et ce qu'on est en train d'apprendre des communautés de femelles, puis c'est drôle parce que cette semaine, on a entendu, c'est pas drôle, mais c'est fabuleux parce qu'on a entendu des collègues pendant notre symposium commencer à nous donner des démonstrations de cette idée que les femelles pourraient être divisées en communautés. Il reste des choses à bien vérifier, mais quand même, en écoutant les sons des belugas, on s'aperçoit que dans le secteur d'en haut et dans le Saguenay ou dans le secteur sud ou large de Kakuna, on n'entend pas les mêmes sons, ce qui nous laisse croire qu'il pourrait y avoir des communautés de femelles différentes. Là, on est au moment de la description, mais au-delà de cette description-là, la question qui nous intéresse toujours, les biologistes, c'est pourquoi? Oui. C'est quoi la fonction? Quels sont les avantages que ces animaux-là peuvent retirer de vivre ensemble en communauté? Et c'est de là l'idée, ça prend un village. Est-ce que c'est autour
des soins pour les petits que se retrouve cette idée-là de « ça prend un village ». Les belugas, dès la naissance, sont dépendants de leur mère. Ils vont être allaités pendant une période qui peut aller jusqu'à 2 ans, peut-être même jusqu'à 3 ans. C'est une des périodes d'allaitement les plus longues chez les mammifères. C'est très long. Ah oui? Et ce que ça nous dit, cette longue période d'allaitement, c'est que probablement que le jeune a beaucoup de choses à apprendre. Plus la vie va être complexe, plus on a de choses à apprendre, plus il faut rester près de maman pendant longtemps. Que ce soit les techniques de chasse, que ce soit la communication. Alors, il doit se développer un lien important entre les femelles et les jeunes. Et ça, bien, ce lien-là va durer, on ne sait pas exactement combien de temps encore. 4 ans, 5 ans? À 5-6 ans, probablement que les jeunes commencent à quitter, peut-être même quitter le groupe familial. Mais est-ce que les jeunes, parce que tu dis des communautés de femelles, mais est-ce que les jeunes mâles sont obligés de partir? Comment ils font pour éviter la consanguinité, mettons? En fait, c'est une des choses qu'on croit, que les mâles vont quitter effectivement la communauté des femelles. Ils vont s'en aller dans un autre groupe social pendant un moment. Ce sont des grands groupes probablement très fluides. Alors que les jeunes femelles, elles, selon le modèle qu'on est en train de construire, resteraient au sein de la communauté. Et cette communauté-là, bien, c'est ça l'idée de « ça prend un village », cette communauté-là est assez importante parce que ce qu'on a appris dans les dernières années, on a une étudiante qui présentait une étude cette semaine au symposium, mais qui a étudié il y a quelques années les soins à l'eau maternelle. On s'était aperçu que le jeune peut se déplacer des fois entre sa mère et d'autres adultes. Et Jacqueline a fait une étude. Salut Jacqueline. Elle est où, Jacqueline? Jacqueline a fait une étude très intéressante pour décrire ces comportements-là et tenter de les expliquer. Alors, le jeune va effectivement se promener entre différents adultes et on cherche à comprendre pourquoi. Jacqueline nous a proposé quelques hypothèses. C'est possible que ce soin partagé, ça soit une façon pour les femelles jeunes de faire un apprentissage, de s'entraîner. Ça peut être une forme d'attraction instinctive des jeunes vers les veaux. Alors, ils répondent, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu démontrer ces hypothèses-là. Et Jacqueline est arrivée avec l'explication que la meilleure explication, c'est comme ça que fonctionne la science, on arrive avec la meilleure explication jusqu'à temps qu'on a une meilleure, la prochaine fois. Mais son explication, c'est qu'il doit y avoir un bénéfice partagé. On appelle ça le kinship selection. C'est si les femelles vivent dans une communauté puis peuvent s'entraider, avoir une forme de réciprocité, je t'aide, tu m'aides, mais ça pourrait bien expliquer ces comportements-là. Elle avait aussi noté, puis ça c'était assez intéressant, que les sessions de soins maternels ou à l'eau maternelle disparaissent quand il y a des activités de socialisation. Et la socialisation, ça se fait bien en famille et ça se fait à tous les niveaux. Puis un jour, on a quitté la baie de Tadoussac avec notre navire. On avait commencé déjà à utiliser des drones qui nous donnent une perspective extraordinaire sur les animaux. Et on a rencontré 2 jeunes belugas qui étaient ensemble et qui interagissaient. C'est la première fois en 35 ans d'avoir passé beaucoup de temps avec les belugas que je voyais une session comme celle-là. Puis ça m'a rappelé, en tout cas à moi, parce que c'est des séances qu'on voit. On voit des jeunes renardeaux, des jeunes lions, des jeunes chats, chez les animaux domestiques comme chez les animaux sauvages. On voit les jeunes qui jouent ensemble, mais je n'avais pas eu la chance de voir ce comportement-là avant cette rencontre, juste à la sortie de la baie de Tadoussac, mais ça nous a rappelé justement que si le jeune reste avec sa mère pendant longtemps, parce qu'il y a des choses à apprendre, s'il y a un soin partagé du jeune entre les différentes femelles de la communauté, bien c'est parce qu'il y a des choses à apprendre. Puis le jeu, on le sait, chez les humains en tout cas, le jeu est un élément très important pour appréhender un univers complexe. Un univers complexe qui comprend des relations. Ces relations-là, ils sont multiples. Là, on vient de parler des relations entre les jeunes, les mères et les jeunes, mais chez les belugas, il y a aussi des grands-mères. Les grands-mamans. Des grands-mamans. Tu te rappelles, j'ai entendu une émission extraordinaire à Boucard, oui. La nature selon Boucard, avec Fanny Pelletier qui nous racontait
la fameuse hypothèse des grands-mères. L'importance des grands-mères, oui, les études qu'ils ont fait, des études chronologiques qui ont démontré que dans les sociétés, anciennement, au Québec ça a été fait, mais aussi en Europe, que la présence de la grand-mère à une certaine distance de ses enfants faisait que le succès reproducteur de ses enfants était plus élevé un peu. Ouais. Oui. C'était une explication potentielle, c'est une hypothèse pour expliquer un phénomène qui est autrement assez rare, puis peut-être pas très bien compris, qu'on appelle la ménopause. Oui. On a ça chez les humains, bien pas toi et moi, là, mais chez les femmes, il y a une ménopause. Et il y a ça chez 4 autres espèces de mammifères seulement, les épaulards, les globicéphales, les narvals et les belugas. Et ça intrigue les biologistes, on veut toujours comprendre pourquoi, le fameux pourquoi. Et Fanny proposait une très belle hypothèse, puis elle l'avait démontré avec son étude dans la généalogie québécoise. Et chez les belugas, bien, ces femelles qui vivent potentiellement jusqu'à 60 ou même 80 ans, qui arrêtent de se reproduire autour de 40 ou 45 ans, bien, et une fois, on a vu une femelle. Là, je raconte une histoire, j'interprète, mais c'est une femelle qui est beaucoup plus grande que les autres avec lesquelles elle nageait. On peut mesurer avec le drone, avec notre nouvel œil. Ça a ce qui se révolutionné passe. votre pratique, vous, les drones. Et dans cette rencontre-là, Boucard, il y avait 4 autres femelles qui étaient chacune avec de très jeunes belugas, des jeunes de l'année ou d'1 an, 2 ans. Et cette femelle plus grande, qui n'avait pas aile de veau, je me suis imaginé que ça pouvait être une grand-mère. Et cette observation-là me proposait quelques hypothèses de voir son rôle. Et on l'a vu pendant cette patrouille-là, le long de la baie de la Bature aux Alouettes, garder les 4 femelles et éloigner un jeune qui a tenté pendant presque 30 minutes de s'approcher du groupe avec les jeunes. Pourquoi elle a fait ça? C'est un peu étonnant parce qu'ils vivent en famille, il y a des jeunes, il y a des adultes. Pourquoi cette femelle en particulier, on a présumé être une grand-mère, mais on ne le sait pas, on n'avait pas son identité. Pourquoi elle a fait ça? Je ne le sais pas. Mais on a vu là une interaction sociale complexe entre des amis, entre des belugas qui vivent ensemble dans une communauté. Et c'est l'ensemble de ces petites observations-là qui nous rendent assez confortables avec l'idée que, bon, si les femelles vivent effectivement dans des communautés, si ces communautés sont distinctes des autres, elles tirent certains avantages et tous ces avantages-là, les soins allo-maternels, les occasions de socialiser, et peut-être de bénéficier de l'assistance d'une grand-maman. Oui. Comme chez les humains. Bien, comme chez les humains. Une société regarde, moi, riche. Je gagne ma vie en disant mon grand-père disait. Hein? Non, mais chez les humains, c'était ça aussi. Hein? C'est après le sevrage. Moi, je viens d'une culture où après le sevrage des enfants, les serrères, l'enfant sevré, c'est la grand-mère. Tu t'es en allé avec ta grand-maman. Tu dormais dans la chambre de ta grand-maman, et c'était comme ça. Mais est-ce que la tentation, quand on regarde ça, et on sait que les belugas, c'est quand même des animaux intelligents, avec un gros cerveau, qui sont sociaux comme nous, est-ce que la tentation de dire c'est ça, parce qu'il y a aussi ce côté délicat où les biologistes disent attention, là. Il faut être prudent. Une frontière qu'il ne faut pas franchir si tu ne veux pas entendre les gens dégainer le mot anthropomorphisme. C'est très dangereux. Puis c'est vrai qu'il faut être prudent, mais un des mécanismes par lesquels la science a progressé beaucoup, c'est les analyses comparatives. Oui. Et dans notre situation, qui étudions des animaux qui sont difficiles à observer, qui passent la majorité de leur temps sous l'eau, nous, on essaye d'aller sur l'eau le plus souvent possible, mais on n'est pas tout à fait à l'aise. Ça nous prend un bateau pour aller sur l'eau. Là, on s'est doté de nouveaux instruments. Le drone a ouvert nos perspectives énormément, mais on a tendance à aller chercher des modèles chez les autres espèces. Un des moments de ma carrière que j'ai le plus aimé, j'ai passé une semaine avec des collègues qui travaillaient sur la ségrégation sexuelle, mais chez toutes les autres espèces, chez les albatros, les girafes, les primates. Et on arrive à comprendre en comparant. Alors, comparer avec les sociétés plus complexes, que ce soit celles des primates ou des humains, ça peut être utile, mais je pense que tu soulignes un bon point, il faut faire attention. Oui, mais connecter le cœur des gens avec cette baleine. Parce que pour moi, en tout cas, je te pose la question, mais si on veut que les gens se reconnaissent dans qui militent, qui disent « OK, ça vaut la peine », parce que c'est pas banal, un beluga, c'est... Non.
C'est pas banal, c'est aussi important que nous, à quelque part. Voilà. Et donc, mais si on veut faire ça, comment on fait pour toucher le cœur des gens sans pour autant leur montrer des images comme ça pour leur dire, regardez là, ça ressemble tellement à ce que nous sommes. Ouais. On pourrait peut-être inviter nos musiciens à nous accompagner dans un autre voyage dans le Saguenay. D'accord. Qu'est-ce que tu en dis? Il ne va pas répondre. D'accord. Ben, on va les inviter à accompagner notre croisière, puis on reviendra plus tard. Je vais te reposer la question. D'accord.
De quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui nous fabrique? La question me taraude depuis longtemps, depuis bien avant les moteurs de recherche, peut-être même depuis bien avant les mots, les miens, ceux qui sont venus me bâtir en secret. Je me raconte parfois que c'est une de ces questions qui précèdent le langage et qui, par nécessité, le font peut-être même apparaître. Qu'est-ce qui nous constitue? Quelle est donc notre constitution au sens premier, notre structure et notre composition? Qu'est-ce qui fonde un humain? Qu'est-ce qui le construit? Un jour, je me suis mise à tenter de faire la nomenclature de ma charpente, de ce qui me porte, de ce qui me tient. Et c'est tout le dehors que je me suis mise à nommer. Le magnolia est le cardinal de ma ruelle. Les hémérocalles, les cosmos et les lilas de Montréal. Le sumac vinaigrier et les bernaches dans les champs inondés tout le long de la 40. Les glaces sur le fleuve. Le fleuve. Ce fleuve. Mon seul roi. Le pays réel, connu et inconnu. L'île aux coudres et l'île verte, et leurs berges et leurs odeurs, leurs squelettes d'esturgeons blanchis, leurs bosquets d'églantines, leurs bois flottés, leur beauté éperdue, leur vent, sa fureur, le fjord, cette faille profonde, la mienne, mon pays, celui dans lequel j'ai marché, mais aussi celui qui m'a marché dedans par les histoires des autres, un pays jamais vu, seulement raconté. Les grandes rivières, les libres et les harnachés, tout ça habite en moi, en nous, l'estuaire, Anticosti, ses lueurs rousses, et l'archipel de Mingan, cathédrale immergée, les plages de la côte nord. La mer d'Épinette Noire et à jamais la voix de Serge Bouchard. Puis, la taïga et ses aquarelles d'arbrisseaux et de petits fruits. La toundra, son temps sauvage, inattaqué. Les blancs, les noirs, les craquelures de riopelle, la renarde arctique, l'ours, le narval. Et même, je veux le croire, je suis faite aussi de tout ce qui existe en ce moment sans que je le sache. Je suis faite de forêts intactes et du grand calme des profondeurs, de ce pays secret qui me demeurera toujours inconnu. Ça aussi, ça me fabrique. Les belugas de loin, et sans que nos vies se touchent, me fabriquent. Sans en avoir jamais vu autrement qu'en photo, en film ou en rêve, je sais qu'ils existent et qu'ils me constituent. C'est peut-être pour ça, à la recherche d'une part inédite de moi, que j'ai scruté d'innombrables fois l'horizon depuis le littoral, dans l'espoir de deviner leur petite tête au loin, dans l'espoir de voir de mes yeux une beauté en laquelle je crois, sans y avoir jamais goûté. Ce n'est jamais arrivé. La science que j'aime n'est pas très éloignée de la poésie. Elle plonge au cœur du mystère et nous en rapporte des nouvelles cryptées. C'est grâce aux récits des chercheurs qui les suivent dans le temps, la constance et la durée que je peux me représenter certains jeux des belugas, leur curiosité, leur humour, leur liberté. Et c'est grâce à ces histoires que je sais que les mères aiment nager auprès de leurs bleuvets et qu'elles savent prendre soin de petits qui ne sont pas les leurs.
Ce mystère et cette beauté ont créé une sorte de sororité implacable, indicible entre les mères belugas et moi, la mère humaine. Moi qui sais que les laisser tranquilles demeurera toujours la meilleure façon de les aimer. Moi qui tente de prendre soin de leurs petits au milieu du seul espace où je ne leur nuis pas, en moi et par la poésie. Des bébés belugas nagent en moi, leur mère avec eux. Ils m'apprennent tous les jours l'amour et la souveraineté. Je ne suis faite que de mots, d'animaux et de plantes. Et quand je parle de moi, je parle de nous tous. Nous ne sommes faits que du monde. Nous ne sommes faits que des autres vivants. Et si nous sommes humains, j'en suis certaine maintenant, c'est parce que les belugas existent. Merci, Véro. Merci. Merci Véronique pour ce texte magnifique. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, Robert. C'est difficile de parler après ça. Oui, c'est vrai. Mais je ne te reposerai pas la dernière question, mais il arrive quand même. Je sais qui répondra pas. Mais il arrive des fois quand on travaille avec des animaux intelligents comme ça, qu'on soit confronté dans nos certitudes. Tu sais, des fois arrivent des choses, tu dis, oh boy. Et ça veut dire quoi, ça? Oui. Ça veut dire quoi? Et donc, toi, ça fait quand même très longtemps que tu côtoies les belugas, tu les portes en toi aussi, comme disait Véronique, tu les portes en toi. Et dans cette partie-là, tu veux nous parler de ces choses-là qui t'ont confronté dans le comportement des belugas. Ouais, en fait, on cherche à comprendre. Oui. On a toutes sortes d'outils pour comprendre, mais effectivement, des fois, on n'a pas de modèle facile pour comprendre ce qu'on observe. Puis, je voulais partager 2 observations qu'on a faites dans les dernières années qui justement, me confrontent. Je n'ai pas encore d'explication. Peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer ou me proposer une hypothèse, mais on est dans une société complexe. On a vu la vie dans les communautés de femelles, Oui. où on a presque présenté un récit idyllique où tout le monde s'aide, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde apprend ensemble. Mais dans une société complexe, il y a aussi des comportements, des fois plus difficiles à expliquer, mais des fois, puis j'ai utilisé le terme, est-ce qu'il y a des vilains aussi dans la société des belugas? C'est une bonne question. Il y en a dans les sociétés complexes. Et je vais partager 2 observations, dont une qu'on a fait dans la baie Sainte-Marguerite avec un animal qu'on connaît bien, qu'on appelle Néo. Néo, c'est un animal qui doit avoir à peu près 14-16 ans aujourd'hui, qui a une déformation lombaire importante, probablement congénitale. Oui. On le retrouve régulièrement seul et on le voit régulièrement, mais cette fois-là, dans la baie Sainte-Marguerite, il était en compagnie de 16 juvéniles. Des jeunes adultes bien faits, bien tout blancs, qui se déplaçaient en groupes serrés. Et pendant cette rencontre-là, on avait un hydrophone sous l'eau et on faisait l'observation avec le drone. Et il y avait une tension palpable dans la rencontre. On entendait des claquements de mâchoires. Et à un moment donné, la bande de juvéniles s'est mise à courir après ce Néo qui nageait vraiment difficilement. Il y a un handicap sérieux. Alors, cette scène qu'on a appelée du bullying, où on se croirait dans une cour d'école, oui, où ils ont singularisé un individu puis ils l'ont maltraité. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, j'ai de la misère à expliquer ce comportement. En fait, si mes enfants avaient été victimes de bullying dans la cour d'école, j'aurais eu de la misère à m'expliquer le comportement. Pourquoi, chez les belugas, on a pu voir ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de territorialité dans ce contexte-là? On pourrait appeler Donald Trump, il va nous expliquer.
Le bully en chef. Oui, Donald, il connaît ça, lui. Je suis sûr qu'il y a une théorie là-dessus. Là. Ouais, donc, les sociétés complexes ne donnent pas toujours les plus belles choses. Ben, c'est parce qu'on on dirait que on regarde ces animaux-là qui sont comme... Il y a quelque chose chez le beluga qui séduit l'espèce, l'humain. Je ne sais pas pourquoi, son melon, son espèce de c'est drôle, on a utilisé... On a de la difficulté à les imaginer comme ça. À faire ça, oui. Puis j'ai de la misère j'ai hésité à montrer ces images ou raconter ces histoires parce qu'ils sont beaux. Je me rappelle, j'ai passé des heures et des heures avec mon premier capitaine, Daniel Lefebvre. Salut, Daniel. Et dans nos premières années en mer avec les belugas, on a utilisé un terme, ça non plus, il ne faut pas répéter ça, on les appelait des imbéciles heureux. Oui. Nous, on a commencé à étudier les belugas parce que les belugas avaient des problèmes. Pierre Bélan nous avait demandé d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec les belugas vivants parce que lui, il regardait les animaux morts puis il trouvait des maladies inquiétantes. Alors, allons essayer d'apprendre ce que font les animaux vivants. Oui. Alors, on savait que les belugas étaient menacés, qu'ils étaient tout contaminés, qu'il y avait des cancers, mais il y avait toujours ce beau grand sourire. Alors, c'est vrai qu'on a de la misère. Imaginez. Mais la scène de Néo, ça nous a dérangé, mais il y a une autre scène qu'on a vue. Celle-là, Néo, c'est une anecdote. Je n'ai jamais revu ça. Je ne sais pas si on ne reverra jamais. Alors, on ne parle pas de la science, là. C'est une anecdote. On peut tenter de l'expliquer. Il n'y a peut-être pas d'explication sérieuse. Mais il y a des scènes qu'on a vues à répétition maintenant. C'est... des bandes de mâles. Les mâles, contrairement aux femelles, vivent dans des groupes qui sont peut-être plus conséquents, plus serrés, plus stables. Oui. Et la fonction de ces groupes-là, on pourra en reparler, mais ces rencontres qu'on voit à l'occasion, c'est des mâles qui vont séparer un nouveau-né, un jeune, souvent très, très jeune, de sa mère, et bon, ils le maltraitent, on dira. C'est pas très violent, mais c'est étonnant. C'est étonnant de voir ça. Puis, bien, on parlait d'analyse comparative. On sait que chez des espèces comme les dauphins ou les chimpanzés, il y a des infanticides. Oui, ça c'est... C'est dur à accepter, mais dans la perspective du mâle, si j'enlève le veau à la femelle va redevenir disponible plus rapidement pour se reproduire. Et là, c'est à mon avantage de mâle. Oui. Bon, ça, c'est la théorie. C'est bien documenté chez certaines espèces, mais chez les belugas, ces comportements qu'on a vus à répétition, je ne vais pas compter le nombre de fois. Les dernières, on a pu les capter avec les drones et peut-être voir un peu mieux qu'est-ce qui se passait. Mais chacune de ces scènes-là, quand on voit comment ça se termine pas tragiquement. On n'a pas vu d'infanticide, on n'a pas vu de veaux blessés. On a même, au contraire, vu à plusieurs reprises, et d'ailleurs, la première fois que j'avais vu ça, on avait appelé la scène « 3 mâles et un couffin ». C'est-à-dire, c'était 3 mâles qui se déplaçaient. On était au large de Bergeronne et il était avec un veau, un nouveau-né, puis il le déplaçait, il l'accompagnait assez doucement, puis longtemps, on est resté longtemps, mais là, il commençait à faire noir, il fallait rentrer, on a arrêté la scène. Ça nous est arrivé une autre fois, c'était une aventure qu'on répète, qu'on ne refera pas, mais on a essayé à un moment donné de remettre à l'eau des nouveau-nés qui s'échouaient vivants. On avait pensé que ça pourrait être une bonne idée. Avec nos collègues, on a évalué cette option-là. On a appris. C'est quelque chose qu'on ne veut pas refaire. Mais cette fois-là, on avait trouvé un animal mort, échoué. Il n'était pas mort du tout. Au contraire, il semblait assez vigoureux. Et avec nos collègues du parc marin, on l'a transporté, on l'a installé dans un zodiac rempli d'eau pour la nuit. Et le lendemain matin, on l'a remis à l'eau. On a cherché un groupe de femelles. Alors, depuis le bateau, avec Michel, on a juste chalouper le veau à l'eau. Et c'est 5 mâles qui sont venus le chercher. Mais très, très rapidement. Ça a pris quelques secondes. Il y a 5 mâles qui sont venus. Puis on a suivi cette scène-là pendant presque 1 heure. Ils l'ont transporté assez doucement. Ils l'ont laissé tomber. Ils l'ont laissé aller. Il est resté dans la baie Sainte-Catherine pendant au moins 1 heure seul. Les 5 mêmes mâles sont revenus. Ils l'ont accompagné jusque dans l'embouchure du Saguenay. Ils l'ont laissé aller. Là, il y a une femelle qui est venue avec un autre jeune. Et on a perdu le contact après 10 minutes. Ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas la fin de cette histoire. Mais, désolé. Mais tu n'as pas voulu répondre à ma question, mais celle-là va te valoir cher. C'est la seule qui va retenir. Mais, alors voilà, c'est quoi ce comportement? Et ça, c'est une des choses qui me fascine d'étudier les belugas, c'est que, vraiment,
des animaux qu'on a pensé être simplement grégaires, puis je me faisais regarder avec gros yeux quand on utilisait le mot « c'est des animaux sociaux ». Aujourd'hui, on découvre, et plus rapidement, puis on a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous aider pour faire le travail, puis on a des meilleurs outils, puis on est plus rigoureux qu'on l'était. Alors, on découvre des choses fabuleuses. Mais je ne peux pas vous laisser là, juste avec des vilains. Oui, ça, c'est le côté vilain du beluga, mais c'est... Il y a aussi des autres histoires. Je vais t'en partager 2 autres. D'accord. On pense qu'il pourrait y avoir de l'empathie chez les belugas. Notion difficile à démontrer, mais les gens qui ont étudié les primates croient qu'il y a de l'empathie chez les primates qui sont capables de percevoir dans quelle émotion, situation se retrouvent des pères. Oui. Et on dit que cette empathie-là est probablement une capacité nécessaire à développer une société complexe. Évidemment, si on se fout de tout le monde autour ou qu'on n'est pas capable de lire les états d'âme de l'autre et de venir en aide. Ben voilà. Alors, difficile de démontrer qu'il y a de l'empathie chez les belugas, mais je vais te partager une observation. On est à Tadoussac, c'est en fin d'après-midi, au Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. On reçoit un appel, il y a un animal en difficulté au large des Escoumins. Il ne plonge pas, il tourne en rond, les gens s'inquiètent. On ne pouvait pas envoyer une équipe en bateau parce qu'il ne faisait pas beau. On a envoyé une équipe avec un drone. Ces drones-là, je te jure, c'est quelque chose. Alors, on est au large des Escoumins. Le drone vole à peu près à quelques centaines de mètres à peine. On découvre un animal qui est littéralement tordu. Quand on a montré ces images-là à Stéphane Lair, notre collègue vétérinaire, il dit « Je pense que c'est un animal qui s'est fait frapper ». Et rapidement, il y a des mâles qui sont arrivés et qui sont, pendant plusieurs minutes, restés autour de ce jeune beluga qu'on a appelé un beluga cassé. Ils sont restés autour de lui, ils le supportaient régulièrement. Ils s'en approchaient délicatement. Honnêtement, les images sont touchantes. C'est difficile à interpréter, mais ces mâles-là n'avaient peut-être aucun lien avec cet animal blessé. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'ai pas plus d'explications pour ce comportement-là que pour le bullying, mais ce qu'on voit graduellement, à force d'accumuler des observations comme celle-là, c'est ça. C'est un tissu social complexe, riche, il y a toutes sortes d'interactions. Et celle-là, celle qui nous laisse croire qu'il y a cette capacité-là de ressentir dans quelles conditions se retrouve un autre, bien, c'est ce qui pourrait permettre de constituer une société riche et complexe. Encore une fois... Mais ces freins-là, quand on regarde chez les primates, tu parles des primates, mais les grands singes, ces freins-là étaient là chez les primates. Parce que les gens nous disaient fabriquer des outils, l'humain c'est le seul qui faisait ça, l'empathie, et tout ça est en train de s'effondrer chez les primates. Moi, je pense que ce n'est pas parce que les belugas sont en milieu marin que les primates sont plus intelligents que les autres. Non. En fait... Parce que c'est, pour moi, en tout cas, moi, je n'ai rien à perdre, je n'ai pas une job. Moi, je peux dire, mais je pense qu'avec le temps, on va réussir à dire c'est la même affaire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de nous rappeler que cette frontière-là qu'on a dressée entre nous et les animaux, elle diminue tout le temps. Puis en fait, il n'y en a pas de différence. Il y a un continuum. On est des animaux sociaux. On a répondu, on s'est adapté, nous aussi, aux conditions auxquelles on a été exposés, dans lesquelles on s'est développé, on a été façonné, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant d'explorer le développement d'une société complexe chez des dauphins ou des belugas, c'est qu'eux ont évolué dans une autre planète que la nôtre. L'océan est régi par des règles de gravité différentes. La locomotion n'est pas aussi coûteuse que si on est un chimpanzé. Un chimpanzé, c'est compliqué de se déplacer. Il faut monter dans les arbres parce que un beluga, un dauphin, un petit coup de queue et on se déplace. Alors, ils vivent dans un environnement différent, ils ont été façonnés différemment. On commence à pouvoir comparer la société des dauphins, des épaulards, des cachalots, maintenant peut-être des belugas parce qu'on a de plus en plus d'informations avec les autres animaux terrestres. Puis là non plus, ce n'est pas des frontières, c'est un grand continuum. Puis c'est vrai qu'il faut faire attention à l'anthropomorphisme, mais on répond, on s'adapte avec les mêmes lois, les mêmes règles que les animaux. Alors,
Ça donne des solutions semblables. Mais l'humain, je pense que l'humain aime beaucoup quelque chose, il se compare. Il compare, je veux dire, je pense que c'est Konrad Lorenz qui disait ça, que les humains, ils sont beaucoup attirés par les animaux qui ont des yeux ronds, là, comme le beluga, puis qui lance des cris qui ressemblent à des cris de bébé. Mais à partir du moment où ils se reconnaissent en toi, ils ont envie de te protéger. Oui, c'est pour ça que je me dis, il faut des fois griger la frontière. Si on veut pousser la chose, ils ont envie de te protéger. Regarde le chat, c'est un exemple classique. Il vit chez nous, il est là, il ne fout rien. Non, il ne fout rien, le chat. Il est là, mais on est prêt. Tu peux massacrer des cochons, tout. Mais quand tu tues un chat, les gens vont te sauter dessus. C'est à la grandeur de la planète. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est une raison de plus pour gruger un peu, mais pour accélérer un peu, parce que moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu m'as présenté, c'est le côté multiculturel des belugas. Les belugas adorent le multiculturalisme. C'est vraiment des Canadiens. Tu veux que je te raconte une histoire de multiculturalisme? Hein? Oui, c'est ça. Mais on a une histoire fabuleuse de multiculturalisme qui, voilà. Elle aussi, est difficile à expliquer. Mais je l'adore, moi, celle-là. En 2016, Michel et toute l'équipe sur le Bleuvet m'appellent en plein milieu de l'après-midi. Ils disent « Il y a un narval dans l'estuaire du Saint-Laurent. » Oui. Un narval. Les narvals, c'est des cousins des belugas. Ils appartiennent à la même famille, oui. Mais ils vivent à plusieurs milliers de kilomètres au nord. Et cette observation-là a été intéressante. Mais c'est rien par rapport à la suite. On l'a revu en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. C'est fait adopter, là. Et quand on a partagé cette observation-là, c'est l'interprétation qui a été partout dans les réseaux sociaux. Regardez les belugas, eux sont sympathiques, sont prêts à adopter une espèce différente des autres. Bon, comment expliquer cette situation-là? Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est une situation assez rare. Il y a très peu de cas d'adoption ou d'intégration, on devrait peut-être plus dire, d'intégration durable et qui sait peut-être qui sera couronné de succès. Ce jeune narval qui est arrivé en 2016 arrive à l'âge de la maturité sexuelle présentement. Oui. Dans les interactions qu'on le voit avoir avec les autres belugas, il est toujours avec des groupes de jeunes mâles et on a, au fil des rencontres, observé de plus en plus de projections pelviennes, c'est-à-dire qu'ils se donnent des petits coups de pelvis. Oui. Puis on ne connaît pas la fonction de ça, mais c'est probablement un outil d'intégration sociale. Alors vraisemblablement, il fait partie de cette communauté de jeunes belugas. À cet âge-là, ils n'ont pas de compagnon stable, alors ils se déplacent, ils ont des associations assez fluides, mais vraisemblablement, il est en train de faire une vie de beluga. Puis une vie de beluga, ça se finit par... ça commence par la reproduction. Ils sont interféconds? Oui. Ils sont quand même assez proches, les deux, là? Oui, ils sont assez proches pour être interféconds. Il y avait des légendes vivantes, mais maintenant, la science a pu démontrer que la reproduction d'une femelle beluga avec un mâle narval est possible. Il y a un crâne qui a été découvert et à l'aide de la génétique, on a pu démontrer cette mixité-là. On y a même donné un nom, le narluga. Est-ce qu'on aura des narlugas? Un narluga? Qui sait? Peut-être. Dans la reproduction, on comprend de mieux en mieux que les femelles jouent un rôle important. Ils choisissent. C'est pas toujours... On a très genré le développement de la connaissance scientifique. Exactement. On a toujours regardé les stratégies d'acquisition des mâles, mais il y a de plus en plus de démonstrations chez plein d'espèces que les femelles exercent un choix. Est-ce que ce narval-là aura la faveur? Est-ce que... à suivre. Mais c'est tant qu'il ne dit pas au beluga dans mon pays, on s'embrasse, hein, ça c'est... ça ne pourra pas commencer par des bisous, ça c'est sûr. Mais tu t'imagines toute la dynamique, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Parce que pour moi, c'est comme deux espèces qui se côtoient comme ça, il n'y a aucun problème. C'est fantastique. Il y a peut-être des problèmes pour lui, parce que lui, il a eu à apprendre. On croit qu'ils ont des diètes différentes, ils ont probablement un répertoire vocal différent. Fait que définitivement, il y a des défis. Vraisemblablement, il y en a résolu quelques-uns. La suite est à écrire. On va être sur l'eau encore cet été avec l'équipe. Et on aura peut-être d'autres aventures à partager. Si un jour tu tombes sur une espèce mixte entre le beluga et le narval, ce serait je vais t'appeler. Oui, hein? Je te promets. Non, appelle-moi. Appelle Justin Trudeau. Il va te trouver. Mais Robert, écoute, moi je trouve ça fantastique
d'organiser des trucs comme ça parce que c'est juste tendre un pont entre ce qu'on fait dans les laboratoires, ce qu'on fait dans la mer, les études qu'on fait, qu'on publie et qui sont lues par nos pairs, de juste essayer de lancer une jetée vers la population. C'est monsieur et madame tout le monde dont la grande majorité quand même n'ont pas de connaissances, mais en sortant d'ici, en voyant tout ça, je suis convaincu que les gens vont avoir une autre vision du beluga qu'avant. En tout cas, moi, je souhaite que ce soit ça parce que c'était ça l'objectif, quelque part. Entre autres, hein, on a longtemps parlé du beluga pour ses problèmes. Oui. Puis c'est important de le faire. On a dit, un de nos collègues a dit au tout début du programme de recherche, c'est un programme de recherche, ce qui m'a amené à étudier les belugas, c'est les problèmes qu'avaient les belugas, les problèmes de santé. Et Daniel Martineau, qui a été un des instigateurs avec Pierre Belland du grand programme de recherche sur lequel on est maintenant des dizaines et des dizaines à travailler, il avait dit accepter la mort des belugas, c'est accepter notre mort. Et c'est probablement juste. Et l'histoire des belugas a motivé beaucoup d'initiatives. Même dans le premier plan de rétablissement, on avait écrit le premier objectif, c'est nettoyer les grands lacs. Les scientifiques sont un peu naïfs, là. mais c'est marqué, hein, c'est une perle. Le premier objectif, c'est nettoyer les grands lacs. Bien, je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça a commencé à fonctionner. On sait aujourd'hui que dans les grands lacs, certains des contaminants qui ont affecté les belugas ont commencé à diminuer. On les voit diminuer chez les belugas. Bon, l'histoire n'est pas finie, mais alors, en criant à la sauvegarde des belugas, on a espéré améliorer le Saint-Laurent, peut-être améliorer notre vie, celle de la planète. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a plein d'initiatives qui ont été faites. On a fait des choses extraordinaires. On a même créé un parc marin pour protéger les belugas. Mais les belugas sont encore un peu dans les eaux troubles. Alors, je me demande si on peut changer de paradigme, puis plutôt que d'appeler aux problèmes, de rappeler les problèmes des belugas, partager ces images-là, partager ces histoires-là, faire connaître les belugas pour d'autres choses que les cancers. Oui. D'ailleurs, on a appris pendant le symposium qu'il n'y a plus de cancer chez les belugas. C'est une extraordinaire nouvelle. C'est fabuleux. C'est fabuleux que ça survienne, mais c'est aussi extraordinaire qu'on l'ait appris. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont levé la main, qui ont dit « Oh, je pense qu'il y a un problème ». Ils ont été visionnaires, je parle de Pierre Belland, il a mis un programme de recherche sur pied et il a entraîné dans son sillage un grand nombre de personnes. Daniel était son premier comparse, mais après Daniel, il y en a eu plein d'autres. Et on les a ramassés, toutes les carcasses, à tous les étés. Aujourd'hui, on peut répondre à ça. Puis à l'époque, je me souviens, moi, quand j'étais étudiant, à l'époque, on parlait des belugas morts comme de déchets toxiques. Ça fesse, quand tu t'entends dire... Ouais. Il y a tellement de contaminants là-dedans. C'est une image, j'imagine. Bien, c'est une autre image qui a circulé puis qui était, je ne sais plus si c'est une légende urbaine, mais je pense que c'était vrai. Techniquement, il y avait tellement de BBC dans le gras des belugas que quand on allait chercher une carcasse, qu'on la mettait dans le camion pour l'amener à l'équipe de vétérinaires à Saint-Hyacinthe, on était, selon les lois québécoises du ministère du Transport, probablement en état d'illégalité. Par contre, on faisait quelque chose qu'on croyait être utile, mais ceci dit, pendant longtemps, le beluga, qui est devenu un éco-symbole, qui est devenu une espèce parapluie, qui est devenu un symbole, pour les mauvaises raisons. Mon rêve aujourd'hui, ça serait que le beluga, qu'il aille mieux, mais qu'on retienne le beluga beaucoup plus parce qu'il y a la ménopause chez les belugas. Oui. Moi, juste cette idée-là. On partage avec les belugas la ménopause, il y a peut-être des grands-mères. Puis peut-être que ces grands-mères-là, comme la tienne, jouent un rôle important dans sa communauté. Oui, c'est qui nous rapproche. On devrait connaître les belugas juste pour ça. Voilà, ça les rapproche de nous. Oui. De nous. On n'est pas si unique que ça. On ne l'est pas. Mais en tout cas, moi, je le pense. Moi, je suis content d'être là. Puis, ce qu'on va faire, Robert, c'est d'ouvrir peut-être les micros aux gens qui sont dans la salle pour quelques questions. Si tu veux les prendre,
Tu peux remercier les gens qui ont travaillé avec toi avant ça. Oui, j'aimerais ça. Merci. Oui. Je vais prendre quelques minutes pour remercier. Il y a beaucoup de monde à remercier, mais je vais commencer par remercier ma collègue et mon amoureuse, la maman de mes 3 enfants, Janie Giard, qui n'est pas avec nous malheureusement ce soir, mais c'est Janie qui a lancé l'idée de cette soirée, de son concept, et elle a travaillé étroitement avec beaucoup de monde, avec l'équipe du Cœur des sciences, avec Stéphane Scheck, qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés dans cette aventure-là. Mais mon premier contact, ça a été toi. Je t'ai appelé, je t'ai invité à venir. Non, tu ne m'as pas invité, tu m'as dit je t'ai obligé. Oui, je t'ai obligé. Voilà. Tu m'as dit, je suis venu 4 fois, je te demande 1 fois. Ça fait qu'il faut que tu viennes. C'est ça la vérité. Merci d'avoir dit oui. Puis pour la petite histoire, quand Boucard, moi je pensais naïvement qu'avec Janie et Boucard, on allait faire un show puis ça allait être facile, mais Boucard, il me dit, c'est plus compliqué que ça, Robert. Ça te prendrait peut-être développer ton concept puis peut-être quelqu'un pour t'accompagner. J'ai parlé à Linda Barry, qui a travaillé avec toi pendant longtemps. Linda n'était pas disponible. Il faut que tu trouves un metteur en scène. On a trouvé Frédéric Blanchette. Merci, Frédéric, d'être avec nous autres. C'est extraordinaire d'être avec toi pour faire ça. Et bien là, après ça, on commence. Mais je travaille avec Alain Bellumeur depuis presque 30 ans autour des Belugas. Il était venu faire un documentaire avec nous, La complainte des Belugas, qui est encore une œuvre. Alain nous a accompagnés pour faire un montage d'images extraordinaire. Magnifique. Il fallait mettre ça en musique. Ouais. J'ai eu 2 voisins fabuleux, Kim et Simon, des Two Birds. Merci d'avoir embarqué dans cette aventure-là avec nous autres. Merci beaucoup. Et moi je raconte toujours les mêmes histoires. J'ai juste fait ça, étudier les Belugas. Il fallait habiller notre soirée, qui est devenue tranquillement un cabaret. Et on a demandé à Hugo Latulippe et Véronique Côté de nous créer des textes. Merci, Véronique. Ton texte m'a touché droit au cœur. Merci, Hugo. Tu n'es pas ici, mais je te remercie beaucoup. Et Véronique, tu as rendu le texte de Hugo brillamment. Merci beaucoup. Merci à la gang du Symposium. Quand je leur ai proposé qu'on fasse une activité comme ça, ils m'ont fait confiance. Merci, Jonathan. Merci beaucoup de votre confiance. Et merci surtout à toute la gang de scientifiques qui sont réunis pendant une semaine ici à tenter de faire le point sur l'état de nos connaissances, puis peut-être baliser les prochaines décennies. Et ça fait 4 décennies qu'on travaille ensemble à essayer de comprendre et mieux protéger les belugas. C'est une extraordinaire aventure. Comme première conférence, on m'a donné le mandat de faire une conférence d'ouverture. Je dis, qu'est-ce que je vais raconter? Et avec un collègue, Tyler Bonnell, on a pris tous les publications scientifiques qu'on a créées collectivement au cours des 40 dernières années, puis on les a reliées en fonction des différents co-auteurs. Puis on a réalisé en faisant ça que le savoir qu'on a construit collectivement, bien, on l'a construit collectivement en réseau, puis que ces réseaux-là sont importants, c'est de la base de collaboration, mais aussi dans la durée. Et une des choses qui revient pendant cette semaine, le colloque le plus, c'est que on pige dans les données du programme de récupération des carcasses que Daniel Martineau et Pierre Bénard ont démarré il y a 40 ans. Puis encore aujourd'hui, c'est une des sources les plus importantes pour notre connaissance. C'est fabuleux. C'est une très, 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 très belle aventure. Est-ce qu'on va sauver les belugas? Oui, pour la suite du monde, qu'est-ce qui va arriver? C'est la grande question. Je ne sais pas. Mais ils sont solides, hein, les belugas. Je pense que les animaux sont particulièrement solides, sont résilients. J'espère que les belugas vont être aussi solides que les baleines noires. Les baleines noires sont descendues... Il ne faut pas que tu me regardes en disant ça. Je te promets, je ne regarde pas. Mais les baleines noires... Les baleines franches. Les baleines franches, c'est vrai. On les appelait les baleines noires autrefois. Les baleines franches nous ont donné toutes sortes de leçons, mais elles ont été chassées au seuil de l'extinction. Et récemment, la population comptait à peine 300 individus. Dans les années 80, début des années 90, elle a remonté. Mais là, elle est sous haute pression. La population est redescendue. Mais ces exemples-là de montée-descente nous disent que wow, ça vaut la peine de travailler fort parce que si on leur donne une chance, puis
crois que si on donne une chance aux belugas, ils vont s'en sortir. Voilà, ça c'est Le mot de la fin? Oui, c'est superbe comme mot de la fin. Puis regarde, tu as recruté plein de gens qui vont militer désormais pour la sauvegarde, pas juste du beluga, mais tout ce qui tourne autour aussi. Parce que c'est une espèce emblématique, mais à côté de cette espèce, il y en a beaucoup d'autres, tu sais, qui méritent la même attention. Alors, si vous avez des petites questions... Robert et Boucard, oui. Si je peux intervenir. Oui. Les fabuleux Two Birds avaient préparé une autre pièce pour nous. Et j'ai eu la chance de l'entendre au soundcheck, mais j'aimerais bien que le reste des gens aient cette chance. Ah, mais oui, bien Fait que sûr. si ça vous va, avant de passer aux questions, Oui, on pourrait faire absolument. un intermède musical. Merci, OK, Fred, ça va d'accord. nous donner le temps de reprendre notre Avec souffle pour grand les plaisir. questions. Merci, Merveilleux. Frédéric. Ben, Une chance, t'es là. Ben, tant mieux. Alors, comme ils l'ont si bien dit, on s'appelle The Two Birds. On habite aux Escoumins, 2 villages plus loin que Tadoussac. Puis on s'est fait inviter à jouer une de nos chansons qui s'appelle La Route Sale. C'est ma complainte du phoque en Alaska à moi, je pense. J'avais envie de nommer un peu les compagnies de pétrole, puis de faire le point un peu. Je fais le pont aussi avec les Premières Nations dans cette chanson-là. Si vous l'entendez, ben, je pense qu'on a fait du chemin déjà depuis, mais c'est parti. Je conduis mon char, il est tard le soir. Cette lumière s'est allumée, c'est le temps d'aller tanker. J'en ai un tremor de ces marées noires qui coulent dans nos veines, pépines miennes, pépines tiennes. Cuisse de sable, puis malheur, de feu hurleur qui étouffe un cri de douleur de ceux qui ont trop subi. Le pardon des nations est plein de suie. Paroles friables comme les parfums de forage qui s'écroulent comme la lave en chaîne, le coquillage. Y a plus de corail, y a plus de glacier. Exxon va tous nous contaminer, nous contaminer, nous contaminer. Plus de plastique, plus de béton, plus de pompes, plus de sang, plus de plastique, plus de béton, plus de pompes, plus de sang. Y a plein d'oiseaux qui meurent en volant, plein de baleines qui meurent en nageant, plein d'oiseaux qui meurent en volant, plein de baleines qui meurent en nageant. Je conduis mon char, il est ben trop tard. Si je prends le temps d'y penser, je suis l'accusé. Je conduis mon char, il est tard le soir. Cette lumière s'est rallumée, c'est vraiment temps de changer. C'est vraiment temps de changer, c'est vraiment temps que ça change.
Merci. Merci. Vous êtes fantastique, vraiment, là. Merci beaucoup. Fantastique. Voilà, Robert, t'es prêt? Ben, je peux demander de l'aide à Oui, des tu peux collègues. demander de l'aide. Il y a plein, j'ai interviewé plein de gens. Ils ont J'ai vu travaillé Jonathan toute la Véro, semaine, j'ai mais- vu plein de gens dans la salle, Pierre Belland, tous des gens qui travaillent sur les belugas. Ça fait que tu peux rediriger tes questions, si ça te tente. Ouais. D'accord? Tu es tanné de m'entendre parler? Non, non, c'est pas je suis tanné, mais c'est à ta discrétion. Alors, qui va se lancer? On a plein de gens célèbres ici. Il y a Yannick Villedieu qui est là. Yannick est là, oui. Yannick est très célèbre, oui. C'est pas parce qu'il a pris sa retraite qu'il n'est pas célèbre. Bon, il y a quelqu'un qui s'approche du micro. Bonjour. Allô? Alors moi j'aimerais, en tant que personne qui ne connaît pas beaucoup les belugas, savoir si on peut reconnaître un mâle d'une femelle juste en le regardant, parce que vous montriez tout à l'heure des scènes en disant une grande femelle. Comment vous êtes sûr que c'était une femelle? C'est une belle question. C'est pas facile. On a une de nos collègues, Léon Pipard, très tôt dans l'étude, qui a écrit tout un rapport sur comment on peut reconnaître un mâle d'une femelle vu de la surface. Nos collègues qui récupèrent des carcasses de belugas depuis des années savent très bien, si on voit le beluga par en dessous, les fentes génitales sont différentes, ça va. Mais vu du bateau, c'est vrai que c'est pas facile. La forme du melon n'est pas exactement de la même forme. C'est ça que Léon avait tenté de capturer, mais ce n'est pas fiable. Alors, on peut développer un bon feeling. Mon capitaine, Michel Moisan, est extraordinaire. Il appelle ça des sextimates. Il regarde des animaux, puis il dit « Ah, je pense que c'est un mâle. » Puis habituellement, il a raison. Mais on a développé un nouvel outil maintenant qui nous permet de le faire assez bien, puis on est en train d'en faire une mesure scientifique avec des marges d'erreur, là. C'est en mesurant la forme de l'animal, vu des images de drones. Je reviens à mes drones, c'est vraiment une marotte, mon histoire, mais les mâles ont des grosses épaules, puis les femelles sont un peu plus ovoïdes. Mais on triche un peu parce que souvent, on déduit le sexe d'un animal par son comportement, par le type d'association dans lequel il Ça, est. les woke n'aiment pas ça. Ça, là. Ouais. Mais je pense que la société des belugas est plus genrée que la nôtre. Merci beaucoup. Moi, j'ai une couple de questions, je ne sais pas si c'est permis. Mais la première, c'est, elles viennent d'où nos belugas? Et c'est quoi le lien de parenté, s'il y en a, avec les belugas de la baie James? Bien, je pense que Boucard a commencé à répondre à cette question-là tout à l'heure, mais les belugas viennent d'il y a longtemps, la glaciation. Là. Tous les belugas appartenaient à des populations qu'on retrouve autour du cercle arctique. Il y a eu des glaciers, Daniel Martineau nous a montré une belle animation des glaciers dans sa présentation aujourd'hui. Puis on voit que, évidemment, les terres ici étaient couvertes de glaciers. Quand les glaciers se sont retirés, graduellement, éventuellement, la majorité des belugas sont retournés dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, dans l'Arctique, mais il y a une petite population que Boucard a appelée une population de Gaulois. Oui, c'est le village gaulois. Les villages gaulois qui sont restés ici. Mais il y a le même phénomène en Alaska. Il y a une petite population qui, elle non plus, n'est pas retournée dans l'Arctique, dans le détroit de Cook, le Cook Inlet. Il y a la même chose en Russie, dans la mer d'Okhotsk. Il y a 3 petites populations de belugas. Puis les données scientifiques dont on dispose sur la génétique, entre autres, nous permettent de dire qu'il y a très peu d'échanges aujourd'hui entre les belugas du Saint-Laurent et ceux du Grand Nord. On peut le mesurer avec la génétique, la distance. Et bien ça, c'est un des facteurs de vulnérabilité. Les belugas qui sont dans le Saint-Laurent, c'est des belugas qui sont ici. Le narval nous a montré que c'est possible de descendre là, puis s'en venir, mais globalement, on pense qu'ils sont isolés, mais qui étaient autrefois apparentés aux belugas du refuge atlantique, mais plus distants des belugas du refuge pacifique. Peut-être qu'une question, puis Oui. on pourra tourner, vous pourrez revenir. Je propose. Oui, c'est ça, Ouais. je pense.
Robert Hi, Boucard. ça fait peur. Je suis nerveux. Hein? Oui, ça c'est oui, sûr. c'est Quand ça. Pierre Belland te pose une question sur les belugas, là, c'est... La dernière fois qu'il m'a posé une question, ça m'a pris 40 ans à y répondre. Bon, en fait, oui. À chaque fois qu'on fait une étude et qu'on apprend quelque chose sur les belugas, ça soulève au moins 10 autres questions. Mais là, je veux juste te contredire sur une chose, Robert. Les scientifiques sont des rêveurs, mais des rêveurs qui réalisent leurs rêves. Parce que le rêve, c'est essentiel à la création puis à la quête de réponses. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, mais je le pensais, qu'il faut nettoyer les Grands Lacs. Oui. Mais j'ai de la suite dans les idées, oui. Parce que je ne suis plus près des belugas depuis quelque temps, parce que j'ai migré, hein, j'ai pris le fleuve à contre-courant, puis je travaille sur les Grands Lacs depuis des années. Maintenant, je suis président de la Commission mixte internationale, dont le rôle principal est de s'assurer que les deux gouvernements, du Canada et des États-Unis, qui ont signé un accord en 1972, pour s'assurer de préserver ou d'améliorer, de restaurer la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Et on a fêté en 2022, en septembre, aux Chutes Niagara, le 50e anniversaire du début de ce programme. Et les gens, peut-être, au départ, pensaient que nettoyer les Grands Lacs, ça prendrait peut-être 5 ans ou 10 ans, mais c'est impossible d'imaginer ça. Après 50 ans, on a fait des progrès. Ils ont fait, les gouvernements, des projets énormes, des progrès énormes, et notre rôle à la Commission, c'est de les surveiller, de leur dire à intervalles réguliers, est-ce qu'ils ont progressé ou non? Et ils ont énormément progressé. Il y avait une 50aine de points chauds dans les Grands Lacs qui avaient été contaminés pendant des décennies où les humains ne regardaient pas la planète. Ils essaient de la couper le plus possible, couper les arbres, pêcher les poissons et déverser des produits toxiques industriels en pensant qu'il y avait de la place pour tout, pour toujours. Et ces points chauds-là, au moins la moitié ont été nettoyés en 50 ans. Et à chaque année, maintenant, il y en a 1 ou 2 qui sont nettoyés. On a confiance que ça va se réaliser. Alors, le rêve se réalise, mais il faut être patient. Aussi patient que les belugas, je pense. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi. Non, moi, je ne prends pas les questions. Pierre, moi. tu m'avais... Oui. Non, j'ai une question parce que je ne me souviens plus, mais tu m'avais envoyé à un moment donné un texte parlant de comment le beluga était vu par différents ministères quand il était dans l'eau oui. et quand il sortait. Oui. Est-ce que tu te souviens Robert de ça? en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. Pauvre beluga, il ne sait pas qu'il y a plusieurs ministères et au moins 2 gouvernements, si ce n'est pas 3, si on inclut les municipalités, qui s'occupent de lui. Alors, quand le beluga est dans l'eau, nage, fait son travail, c'est le ministère des Pêches et des Océans qui est responsable des baleines. Oui. Mais si le beluga est en difficulté, ou les autres baleines aussi, et qu'il flotte, et qu'il est peut-être mort, il devient sous la responsabilité de la garde côtière canadienne, qui a pendant longtemps pas été à pêche océan, mais qui y est maintenant, parce que ça peut être un danger pour les navires. Oui. Lorsqu'il est échoué sur la plage, si on ne le prend pas pour le transporter à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, comme j'ai souvent fait, puis en passant, on était souvent au-delà de la limite de vitesse, on se faisait arrêter par la SQ et l'agent nous disait « Pas encore un autre? » Et là, on disait « Oui, on s'excuse, on va un peu vite. » Oui, mais il est déjà mort, là, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Bon, alors... Donc, si le beluga est échoué et qu'on le laisse là, c'est Environnement Québec qui est responsable de l'enterrer, mais graduellement, il passait la responsabilité à la municipalité qui devait identifier un endroit où on allait l'enterrer. Bon, alors le beluga, on le transporte ensuite sur la route, la SQ nous surveille, et il est un danger
parce que c'est un produit toxique, en fait. Il y a tellement de contaminants qu'il est classé, bien, il serait classé comme un produit toxique. Et là, on tombe sous la réglementation fédérale avec Transport Canada. Alors, et ensuite, bon, on procède à l'autopsie, puis il faut se débarrasser des produits toxiques du beluga. Donc, plusieurs ministères pour un seul animal qui n'en a pas la moindre conscience. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait pour suivre Pierre Belland? Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Tout premièrement, bravo. C'était une soirée tout à fait extraordinaire. Des images. J'étais là en 88 avec une grande amie qui est ici dans la rangée en avant. Et quand on y pense, tout le progrès, toutes les recherches, toutes les images, tout ça, c'est extraordinaire. Bon, à mon âge, j'étais intriguée par ton commentaire sur les belugas qui sont à la ménopause. Je connais un peu la ménopause. mais si j'ai bien compris, puis je veux juste saisir, on parle de belugas, narwhals, épaulards. Alors, c'est tous des belugas avec des dents qui ont la ménopause. La quatrième, je n'ai pas saisi. Est-ce que c'est des cachalots? C'est des globicéphales. OK. Je cherche le mot en anglais. Mais tout ça pour Pilot dire... whale. fait que c'est toutes des baleines avec des dents oui. qui ont la ménopause. Ils vivent plus long. Ils vivent assez longtemps. En fait, Hélène Méridite, qui est Robert Michaud. une grande amie des belugas, Oui. ce qui relie ces espèces-là, puis on n'a pas une explication parfaite, hein, mais ce qui relie ces espèces-là, parce qu'il y a d'autres espèces qui ont ces caractéristiques-là, mais qui n'ont pas la ménopause, mais ce qui relie toutes ces espèces-là, c'est qu'ils ont dans leur société une condition qui pourrait rendre utile une grand-mère. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des communautés basées sur des lignées matrilinéaires, maternelles en quelque sorte. Alors, c'est une condition probablement nécessaire à voir apparaître, pour voir apparaître cette ménopause-là. C'est-à-dire que bon, il y a de la sénescence chez toutes les espèces, chez les éléphants, chez les cachalots, c'est-à-dire qu'avec les années, le succès de reproduction diminue, l'intervalle entre les naissances s'allonge. Mais à un moment donné, ça vaut peut-être la peine de garder son énergie, pas pour se reproduire, mais pour aider les siens. Mais il faut que les siens soient proches. Ça prend une structure sociale particulière. Il y a par contre d'autres espèces chez lesquelles il y a ça, les éléphants, mais il n'y a pas de ménopause chez les éléphants. L'évolution et le développement des espèces, c'est un processus d'adaptation puis d'itération, puis la sélection naturelle aide puis façonne des choses. On peut comprendre pourquoi, mais on n'a pas toutes les explications. Mais dans le cas de la ménopause, on avance tranquillement. Puis le travail de Fanny, elle a trouvé une fabuleuse explication. Il y avait cette hypothèse de la grand-mère depuis longtemps, mais le Québec était un territoire extraordinaire pour vérifier l'hypothèse parce que dans nos paroisses, on a des registres de naissance qui sont extraordinaires. Ouais. Apparemment, pour les scientifiques, c'est fabuleux. Puis elle a pu... je pense qu'elle avait sélectionné... J'ai appris ça dans ton émission, dans La Nature selon Boucard. J'ai été chercher le papier de Fanny, qui est d'ailleurs une collaboratrice de plusieurs de nos collègues chercheurs. Véronique Lesage me dit que Fanny Pelletier travaille avec elle directement, puis qu'ils ont partagé des post-docs. Ouais. C'est une petite famille, tout ça. Et Fanny, finalement, elle a remonté la généalogie de 7000 grand-mères québécoises, puis elle a calculé et mesuré le nombre d'enfants que les filles de ces grand-mères-là ont eu, puis elle a analyser ça en fonction de la distance, c'est-à-dire s'ils vivaient dans la paroisse d'à côté ou la deuxième ou la troisième paroisse. Puis plus ils vivaient proches de leur mère, plus il y avait eu d'enfants puis qui avaient survécu. C'est extraordinaire comme histoire. Merci. Mais chez les épaulards, c'est quand même... vous émettez les hypothèses chez les belugas, mais chez les épaulards, c'est quand même démontré que le rôle des grand-mères... Ah oui. Même dans le succès reproducteur de leur descendance, c'est démontré, là. Même dans leur longévité. Oui. Et il y a une étude fabuleuse chez les épaulards qui a démontré que les années difficiles, chez les épaulards qui ont une diète assez spécialisée, contrairement aux belugas, on commence à connaître de mieux en mieux la diète des belugas. Merci, Véronique, elle nous a fait une analyse de toutes les données disponibles, possibles et impossibles dans les dernières années. Puis le résultat, c'est qu'on a un animal qui a une diète très diversifiée. Les épaulards sont des spécialistes, ils mangent des saumons, puis une sorte de saumon, puis quand il n'y a pas de saumon, ça ne va pas. Puis les années où il n'y a pas beaucoup de saumon, il y a une étude qui a démontré que les grand-mères belugas
passent plus de temps, les grands-mères épaulards passent plus de temps en avant du groupe dans cette année-là, parce qu'elles se rappellent, quand il n'y a pas beaucoup de saumon, on peut aller là-bas. Ça, c'est l'interprétation, mais l'observation, c'est que les années de faible abondance de saumon, la grand-mère ne se retrouve pas à la même place dans le pod. C'est quand même fabuleux d'être capable de démontrer une histoire comme ça. Oui. Moi, qu'il fasse ça, c'est chouette, c'est bien, c'est fantastique, mais qu'il y ait des humains, des scientifiques qui aient eu la patience de ramasser ces observations-là puis qui arrivent à une explication comme ça, moi, ça me souffle. Peux-tu te faire une citation de grand-père? Oui, j'aime ça. Alors, mon grand-père disait, on peut bien être à la page, mais si on veut comprendre toute l'histoire, mieux vaut avoir lu celle qui précède avant d'écrire celle qui suit. Les personnes âgées sont des professeurs de choix qui donnent leurs leçons dans la seule école dont on ne décroche jamais, l'école de la vie. Puis moi, je pense que c'est la même affaire. C'est quand même, ils vivent combien de temps? C'est à peu près la même longévité que nous, un épaulard. Je pense que oui. Je sais que les belugas, c'est le cas. Dans le cas des épaulards, oui, c'est effectivement. Puis je pense que c'est plus la croyance maintenant où les données se sont avérées à nous faire mentir, mais je pense que les femelles pouvaient vivre à peu près jusqu'à 100 ans, puis on pensait que les mâles pouvaient vivre beaucoup moins longtemps. Puis là, on est en train de croire que les mâles pourraient vivre peut-être plus que la moitié du temps des femelles. Mais c'est quand même un spectre de vie assez important. Et si on est doté d'un gros cerveau, puis qu'on est capable de recueillir de l'information, bien, cette information-là que la grand-mère épaulard dont elle dispose, mais ça a une valeur incroyable. On a des grand-mères belugas, on a des femelles belugas. Je pense à la Sag Queen, Blanchon. Léon Pipard avait photographié Blanchon. Elle a été adoptée par Yolande Perrault, la veuve de Pierre Perrault. Et Blanchon a été photographiée par Léon Pipard en 1977. Puis Michel, dis-moi, rappelle-moi, je pense qu'on a vu Blanchon encore l'année dernière, sinon c'est en 2021. Michel, aide-moi. Est-ce qu'on a vu Blanchon l'été dernier dans le Saguenay, la Sag Queen? Elle a été vue cette année déjà? Non. On l'appelait la Sag Queen parce qu'elle est toujours dans le Saguenay. Et c'est des observations comme c'est des observations de cette vieille femelle-là qui nous laissent croire qu'ils ont des habitudes. On la voit pas à l'heure. Elle est toujours dans le Saguenay. Voilà mon histoire de Blanchon. Moi, quand vous avez parlé du comportement social, vous avez fait beaucoup le lien avec la société humaine, les grands-mères, etc. Mais il me semble aussi que, est-ce qu'on a étudié les liens ou les comparaisons avec les éléphants, qui sont des gros mammifères, qui gardent leurs enfants longtemps, qui les élèvent en groupe de femelles? Et il me semble qu'il y a certaines analogies, ou en tout cas des liens. Ouais. Il y a un papier scientifique qui a été produit par une de nos collègues, Linda Walgart, qui s'appelle « A Colossal Convergence », une convergence colossale. Et ils avaient fait une étude comparative ou une comparaison très fine entre les éléphants et les cachalots. Deux très gros animaux terrestres et marins qui dominent leurs écosystèmes et qui ont une organisation sociale très, 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 très semblable. Assez différente des belugas, il y a des choses en commun, mais chez les cachalots et les éléphants, les groupes de femelles sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus stables que ce qu'on a observé jusqu'à présent chez les belugas. Fait que oui, comme je le disais tout à l'heure avec Boucard, l'approche comparative, c'est en sciences, puis je crois que c'est probablement dans à peu près tous les domaines en sciences, Stéphane, en sciences vétérinaires, vous devez comparer. On a entendu Daniel Martineau poser une question. Oui, les dystocies chez les belugas, mais chez les chats, par exemple, est-ce qu'il y en a beaucoup ou chez telle autre espèce? On compare tout le temps. C'est notre meilleur outil pour comprendre le monde. Il y a un enfant qui a une question. Elles se nourrissent de quoi, les belugas? Alors, on va prendre une autre question. On va prendre la juste question derrière de vous. l'enfant. Est-ce qu'il y a dans le melon
du beluga, est-ce qu'il y a un ossement qui fait que c'est localisation du beluga qui peut envoyer des signaux à ces individus? C'est bon, comme le méthode de communication. Est-ce que je peux faire appel à la communauté pour m'aider? Je ne suis pas un grand spécialiste de l'anatomie ni de l'écholocation, mais je sais que c'est une question difficile à répondre. Je sais que ça a pris des années avant qu'on puisse comprendre comment les belugas, mais les dauphins aussi, arrivent à produire autant de sons. Tu sais qu'on appelle les belugas les canaris des mers. Oui. Et la raison pour laquelle on les appelle comme ça, c'est que les marins entendaient, puis nous, quand on se promène sur les bateaux, on entend aussi, à travers la coque du bateau, des sons vraiment très, très variés, puis impressionnants, puis parfois très, très puissants. Et effectivement, la capacité de produire ces sons-là nous a échappé longtemps. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses pour tenter de bien expliquer. J'aimerais avoir Pierre-Henri Fontaine avec moi ici. Pierre-Henri a écrit, a décrit. là? Non, ça serait chouette. Pierre-Henri, es-tu ici pour m'aider? Pierre-Henri nous a aidés souvent. Avec Hugo, la tulipe à l'île verte. C'est ça, ils sont restés sur l'île verte. Ceci dit, il y a des sacs, il n'y a personne qui s'est proposé comme volontaire pour m'aider. Il y a quelqu'un qui lève la main. Ah ben oui, mais Pierre. Je ne suis pas un spécialiste des sons chez les belugas, mais on a travaillé avec Peter Scheifele, qui était un Américain, qui était dans la marine de guerre américaine et qui travaillait dans les sous-marins. Et si vous regardez les sous-marins d'attaque américains, ils ont une espèce de grosse boule en avant qui ressemble à un gros melon. Et ils ont construit ça en étudiant la façon dont les belugas communiquent. Alors, oui, les belugas émettent des sons et le melon est important, mais aussi les os de la mâchoire. Et si on regarde le crâne d'un beluga, il n'est pas aussi prononcé que celui d'un cachalot, mais c'est comme effilé, puis au bout, ça devient plat, comme une espèce de mur de réflexion, si on veut. Alors, les sons qui sont produits sont dirigés par la bouche, et le melon du beluga est très flexible. Ils peuvent presque faire comme une antenne parabolique pour recevoir les sons et pour les envoyer. Et quand je parle, là, moi, je parle vers ici, puis le son s'en va un peu partout, parce que je ne peux pas diriger mon son d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai un micro, mais si j'en avais pas, c'est la même chose. Tout le monde m'entendrait, mais moins fort. Alors, les belugas, eux, peuvent réduire leur rayon et envoyer un signal qui est presque directionnel. Autrement dit, ils parlent à quelqu'un, mais ils envoient le son directement en avant, de sorte que si tu es en arrière, tu n'entends rien, puis tu es sur le côté, au-delà d'un certain angle, tu ne peux pas entendre. Alors, pourquoi la marine américaine a étudié les sons chez les belugas? Il y en avait en captivité, puis ils ont étudié ça. C'est parce que si tu as des ennemis que tu ne veux pas qu'ils entendent, puis que tu peux faire un son directionnel, tu vas parler juste à tes amis, tu sais où est-ce qu'ils sont, tu leur envoies un signal, puis personne d'autre peut entendre. Alors, la boule à l'avant du sous-marin, c'est terrible d'étudier les belugas pour faire des armes de guerre, mais que voulez-vous? C'est une série de transducteurs, d'unités qui envoient des sons et qui sont placés pour pouvoir envoyer des sons dans une direction plutôt que n'importe où. Alors, les belugas, malgré eux, ont servi à des fins militaires. Puis ils ont fait d'autres choses avec eux, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Merci beaucoup, Pierre. Oui, il vient de dire, je vais traduire, il a dit qu'ils ont le Wi-Fi. Son Bluetooth. Merci pour ta question. Très pertinente ta question. Puis tu as un beau T-shirt aussi. Puis un beau toutou. Bonsoir, j'avais une question plus technique sur la façon dont les belugas sont suivis. Vous nous expliquez plusieurs fois que vous aviez aperçu des groupes
dont vous aviez identifié des comportements sans connaître la fin de ce comportement-là. Pourtant, on voyait beaucoup d'images, donc il y a beaucoup d'images par drone, mais vous aviez des très belles images sous-marines qu'on a vues au tout début. Et je me demandais comment avaient été prises ces premières images, puis si on avait la possibilité de les suivre de façon plus proche. Alors, c'est peut-être pas une très belle idée, mais d'imaginer de les micro-pucer ou d'avoir des mini-caméras qui puissent être fixées Je pense que ce qu'on a fait le plus fin, le plus détaillé, le plus impressionnant en termes de suivi, c'est ma collègue, peux-tu te mettre sur le spot, Véronique? C'est ma collègue Véronique Lesage qui l'a fait. Véronique a déployé sur le dos des belugas des appareils enregistreurs, mais très, très fins. Est-ce que, Véronique, tu voudrais nous raconter qu'est-ce que tu as fait avec ces émetteurs-là? Ah oui, cachez-là. Merci, tu es gentille. Oui, donc, on a 2 types d'instruments qu'on a déployés. Les plus récents, pour moi, c'est les plus intéressants. Ils enregistrent, en fait, le comportement en 3 dimensions des belugas à une très haute résolution, ce qui fait qu'on peut suivre leurs mouvements très, très, très détaillés dans l'eau. Ils ont un hydrophone aussi, ce qui veut dire qu'on peut recevoir, on peut entendre ce que les belugas entendent. On peut capter donc le bruit ambiant, les sons qu'ils reçoivent, les sons qui sont émis aussi par cet animal-là ou les congénères qui sont autour. Et en fait, ce qu'on essaie de faire actuellement, on a suffisamment de données pour s'amuser pour 10 ans, mais la première question qu'on a, en fait, pour répondre actuellement, c'est l'impact de la navigation sur leur comportement puis leur efficacité à s'alimenter. Parce qu'en fait, quand ils capturent une proie, on entend crunch. Fait qu'on peut calculer le nombre de fois qu'ils vont s'alimenter de façon avec succès. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre de mieux comprendre l'impact des navires, des embarcations, les distances des bateaux et tout ça sur leur comportement. Fait que ça nous amène complètement ailleurs. C'est une technologie qui est fantastique. Puis, mais oui, il y a un rêve d'essayer de mettre des caméras dessus. C'est le prochain jouet à Michel, là, mais on n'est pas rendu là. Mais ça existe. Ouais. Merci, Véronique, pour ta Merci. réponse. Véronique Lesage est chercheure à Pêche Océan Canada. Une dernière question. Mais je veux juste dire un petit mot sur Véronique, parce que je vous ai dit qu'on a fait un exercice pour regarder comment on a construit toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur les belugas. Puis pour moi, le symposium est une véritable fête. C'est impressionnant. Et Véronique est un des éléments clés dans cette construction-là du savoir au cours des 15 dernières années. Elle nous a poussé tout le monde à avancer dans les connaissances et elle innove souvent. Merci, Véro, d'être avec nous autres. Une dernière question, parce qu'on veut être sage. Oui, bonsoir. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous aviez remis un beluga à l'eau et qu'il y avait un groupe qui était venu pour le récupérer, et vous aviez dit que c'était quelque chose que vous ne referiez pas. Et donc, j'étais juste curieuse de savoir pourquoi. Tu pensais que c'est fini, hein? Pourquoi? Parce que, en fait, on a essayé à quelques reprises et ça n'a pas fonctionné. On a proposé à notre communauté de scientifiques, parce que quand on fait des projets de recherche, on ne fait pas ça parce que ça nous tente, on fait ça parce qu'on veut répondre à une question ou on veut aider. Puis ce n'est pas toutes les idées qui sont toujours les meilleures idées du monde. Alors, on les soumet à nos collègues, puis on évalue les pour, les contre. Des fois, on veut faire des biopsies sur des belugas. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça va les déranger. Mais si on apprend beaucoup, est-ce que ça va compenser le dérangement? Alors, il y a un processus qui est en place de révision par nos pairs des idées. On a soumis à un moment donné une demande à nos collègues. On aimerait ça essayer encore 5 fois. On va le faire mieux, puis peut-être qu'on aura une meilleure réponse. Puis la question qu'on nous a demandée, puis on a fait un exercice vraiment impressionnant, la question qu'on nous a demandée, c'est oui, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a aussi des risques. Quand on déplace un animal, on peut prolonger sa souffrance. Alors, c'est pas banal de faire ça. Et ce qui a été évalué collectivement, c'est que les bénéfices pour la conservation, les chances que cet animal-là, survive et qu'il contribue au rétablissement de la population, parce qu'on essaie de faire ces gestes-là, quels qu'ils soient, pour le bénéfice, pas d'un individu, mais de la population.
Et dans ce cas-là, puis je pense que c'est une analyse assez sérieuse, j'ai eu de la difficulté à accepter les résultats de mes pairs parce que j'étais convaincu que j'avais eu une bonne idée, mais on m'a démontré que non, Robert, puis c'était pas Robert, j'avais travaillé avec mes collègues pour monter la proposition. Puis j'ai accepté le résultat, effectivement. Puis c'est ça, faire de la science, parce que, puis je pourrais terminer avec ça, c'est qu'on ne le refera pas parce qu'il y a trop peu de chances que ça fonctionne. Et si ça fonctionnait, la contribution serait faible, mais il y a des vraies chances de prolonger la souffrance d'un animal. Ceci dit, je voudrais terminer sur un mot que Pierre Belland a dit au début, c'est que bien que l'art et la science soient des œuvres dans lesquelles on crée, on fait beaucoup de création, c'est différent. Pierre nous disait sagement qu'en art, on ne critique pas les créateurs. On peut commenter leurs œuvres, mais on ne les critique pas. Mais en science, on le fait et c'est important qu'on le fasse. On avance des hypothèses, puis elles sont retenues jusqu'à temps qu'elles soient démontrées fausses. Et on fait la même chose avec les idées. Mais des fois, ça prend un petit peu de... c'est difficile. Mais un gros merci à tout le monde. Hey, Boucard, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Merci. Moi, je remercie aussi ces gens qui font de la vulgarisation scientifique depuis tellement longtemps. Je pense à Yannick qui est ici. C'est quelqu'un d'important dans le paysage des communicateurs scientifiques du Québec. Yannick Sophie André qui est quelque part, je ne sais pas où elle est. Sophie André, on va lui donner un doctorat honorifique en biologie un jour. Tu sais. Hey, est-ce qu'on demande à tous les scientifiques du congrès de se lever juste pour savoir il y a combien de pas la proportion. La gang du symposium, pouvez-vous vous lever juste pour que je vois qui? Ceux qui sont en biologie. Toute la gang. Voilà, pas juste en biologie, mais les scientifiques. Ouais. C'est vrai, il y en a beaucoup. Merci à vous aussi. Merci aux gens dans la salle. Merci au Cœur des sciences de nous avoir invités ici, parce que moi, je pense que ça fait partie de la communication scientifique. Ouais. Pour moi, c'est important de tendre la nature selon Boucard dont tu parles. C'est juste une émission où on tend un pont entre les sciences pures et les sciences sociales, parce que c'est deux magistères qui ne se parlent pas souvent. C'est ça qu'on fait, puis ça touche les gens, puis ça ressemble à ça, ce qu'on a fait ce soir. Un peu de magie. Voilà, c'est ça. Merci. Merci à la technique aussi. Merci. Toute la gang. Merci à vous. Bon retour à la maison.